Bonjour et bienvenue au webinaire de la Société Santé en français. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation de connaissances à la Société. Il me fait plaisir d'être votre animateur aujourd'hui. Nous vous proposons le cinquième et dernier webinaire de la programmation automne 2018, webinaires qui sont regroupés sous deux volets, la série développement professionnel et la série découverte. Tout d'abord, un petit survol de la société et des objectifs poursuivis par nos webinaires. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Les objectifs poursuivis par nos webinaires sont au nombre de trois. Premièrement, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et troisièmement, favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, nous vous proposons le webinaire Le Café de Paris, une approche innovatrice pour l'apprentissage ou le maintien du français afin d'appuyer l'offre active, un webinaire qui s'inscrit dans la série Développement professionnel. Avant de vous présenter nos conférencières invitées, quelques mots sur ce webinaire. Donc, depuis la tenue du premier Café de Paris à l'hôpital régional de Saint-John en 2013, le projet pilote s'est structuré et répandu au sein d'autres établissements de santé et même d'autres provinces. L'objectif du webinaire est de présenter l'approche innovatrice pour l'apprentissage et le maintien du français afin d'appuyer l'offre active. Il offrira aux participants des témoignages, des leçons apprises, des retombées observées pour les établissements qui ont choisi de déployer les cafés de Paris à leur personnel. Au terme du webinaire, les participants auront une meilleure compréhension des implications organisationnelles nécessaires pour tenir des cafés de Paris. Aujourd'hui, en plus d'être un plaisir de collaborer avec le réseau Organisation des services, Réseau Action Organisation des services de la Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et le réseau de santé Horizon pour ce webinaire, c'est aussi une opportunité pour la Société et les 16 réseaux de santé en français d'identifier des pistes d'accompagnement possibles afin de partager cette pratique dans les provinces et territoires, comme elle s'inscrit au sein des projets nationaux de la société. Quelques mots sur nos présentatrices. Donc, Estelle Lantaigne, qui est directrice du RAOS de la SMEF, est travailleuse sociale de formation. Elle a travaillé en développement communautaire au sein de quelques organismes, dont la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick et la Stratégie jeunesse du Nouveau-Brunswick. Très active dans sa communauté, elle a été présidente du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et fondatrice du comité pluriel qui permet de rassembler les jeunes féministes francophones de la province. Elle a joint l'équipe de la SMEF en 2011 en tant que coordonnatrice de projet. C'est depuis 2015 qu'elle y occupe le poste de directrice du réseau Action Organisation des services. Pour sa part, Mme Pauline Babineau, qui est directrice aux langues officielles au réseau de santé Horizon, est détentrice d'un baccalauréat international du Collège Pearson et d'un baccalauréat spécialisé en traduction de l'Université de Moncton. Elle a œuvré comme traductrice et terminologue pendant 14 ans dans le secteur privé et le secteur public. Elle s'est ensuite dévouée à la cause des langues officielles au Nouveau-Brunswick. Depuis plus de 6 ans, elle occupe le poste de directrice aux langues officielles du réseau de santé Horizon. Son poste actuel lui permet de travailler avec de nombreux partenaires externes, y compris des organismes communautaires, provinciaux et fédéraux. Avant de leur laisser la parole, je vous donne quelques indications sur notre plateforme webinaire. Donc, à votre arrivée, vos micros ont automatiquement été mis en sourdine. Donc, seules les présentatrices et l'animateur ont la caméra et le micro allumés. Le webinaire va se tenir en deux temps. Donc, on va avoir un 35-40 minutes de présentation qui sera suivi par une quinzaine de minutes d'échange avec nos présentatrices. Lors de la période d'échange, trois options s'offrent à vous. Elles figurent toutes dans la barre de l'application Zoom. Donc, vous avez une boîte de conversation ou de chat. Vous avez une fonction Q&R, donc questions-réponses, et vous avez toujours l'option de lever votre petite main. À ce moment-là, je vous bascule de notre côté, donc on active votre caméra et votre micro afin que vous puissiez vous adresser directement à nos présentatrices. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Estelle et Pauline
francophone. Bienvenue et bonne présentation. Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de pouvoir vous parler de la belle initiative des Cafés de Paris qui a eu beaucoup de succès ici au Nouveau-Brunswick et qui a déjà connu du succès à l'extérieur de la province, comme Jérémy l'a mentionné, dont à l'île du Prince-Édouard. La SMIF, Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, on a eu la chance d'être partenaire de cette initiative depuis maintenant plusieurs années et le réseau Action Organisation des services, on est le réseau ressources pour faciliter le déploiement des Cafés de Paris ailleurs au pays grâce au soutien, bien sûr, de la Société Santé en français. Donc, lorsque la SSF m'a demandé de participer à un webinaire pour présenter l'approche des Cafés de Paris, je me suis tout de suite tournée vers Pauline Babineau, qui est une partenaire précieuse et de longue date de la SMIF. Donc, comme on aime toujours laisser la place à nos partenaires et à nos membres, j'étais très contente que Pauline a accepté de venir présenter avec moi parce que c'est vraiment l'experte et la bonne porte-parole des Cafés de Paris au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais surtout vous faire une introduction, un survol très rapide, mais Pauline va vraiment vous présenter l'approche plus en profondeur. Donc, comme Jérémy l'a mentionné, l'approche des Cafés de Paris a été développée par le réseau de santé Horizon et a débuté en 2013 comme projet pilote à Saint-Jean. Et ça s'est fait en partenariat avec le ministère de la Santé, l'Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean et finalement, nous, à la SMIF. Par la suite, les Cafés de Paris se sont déployés dans les autres zones du réseau de santé Horizon. Donc, j'aimerais faire une parenthèse très rapide pour expliquer que nous avons deux régies régionales de la santé au Nouveau-Brunswick, soit le réseau de santé Horizon et le réseau de santé Vitalité. Et la langue de travail du réseau de santé Vitalité est le français et couvre les zones que vous voyez à l'écran sur la map, donc les zones 4, 5, 6 et 1B. Et la langue de travail du réseau de santé Horizon est l'anglais. Il couvre les zones 7, 3 et 2 et également 1A au Nouveau-Brunswick. Donc, lorsque j'ai dit que les Cafés de Paris se sont développés dans les autres zones du réseau de santé Horizon en Puy-de-Saint-Jean, donc je parle de Fredericton, Miramichi et finalement Moncton. Donc, les Cafés de Paris, c'est vraiment une approche qui est non menaçante. Ça permet vraiment d'offrir un appui linguistique qui est flexible pour s'adapter aux horaires des apprenants, ce qui est très facile aussi à adapter selon les besoins de chaque apprenant, comme chaque session est vraiment individualisée. Donc, lorsque les Cafés de Paris ont débuté, on a commencé très petit, là, avec seulement une bénévole et on ne visait pas à l'époque de rendre les gens bilingues. On voulait surtout favoriser l'offre active en sensibilisant les professionnels de la santé. On voulait également les outiller et les diriger vers les ressources humaines bilingues. Donc, leur permettre de dire « hello, bonjour » et qu'ils puissent dire « je ne parle pas français, mais je vais aller chercher quelqu'un qui parle français ». Donc, encore maintenant, il y a certains professionnels de la santé qui ne veulent pas nécessairement devenir bilingues, mais qui veulent au moins offrir le service dans la langue de choix du patient. Et ça, c'est correct. On accepte absolument ces personnes-là au Café de Paris. Donc, même si ce n'était pas notre premier objectif de rendre les professionnels de la santé bilingues, on a été un peu victime de notre succès et les gens ont voulu obtenir de l'appui linguistique pour améliorer leur français. Donc, on a continué de s'adapter, de trouver et de créer des outils afin de répondre aux besoins des apprenants. Donc, on s'adapte même encore maintenant aux nouveaux besoins qui émergent. Toute la notion d'adaptation culturelle a également tenu une place importante au sein de l'approche et nous avons organisé plusieurs activités communautaires dans ce sens-là et je ne vais pas aller plus loin parce que Pauline va en parler de ça. Je tiens à préciser que les Cafés de Paris sont ouverts à tous les employés du réseau de santé Horizon, aux bénévoles et même aux tierces parties qui offrent des services. Donc, la variété des gens qui bénéficient des Cafés de Paris, c'est très large. On parle bien sûr des professionnels de la santé, mais également des gestionnaires, des membres de l'équipe de haute direction, du personnel à l'accueil, des concierges, du personnel à la cafétéria, de la sécurité, etc. Donc, il est également important de mentionner que les Cafés de Paris, c'est une initiative qui ont connu beaucoup de succès au Nouveau-Brunswick,
mais c'est important de souligner que c'est un élément d'une plus grande stratégie pour augmenter l'offre active et d'améliorer l'accès aux services de santé en français au sein du réseau de santé Horizon, donc qui comprend la création puis la mise en œuvre de la politique sur les langues officielles internes, l'élaboration des profils linguistiques et des plans de contingence, la formation sur l'offre active, etc. Donc, on reste très humble et réaliste en disant que les cafés de Paris ne peuvent pas tout régler les problèmes en termes d'offre active, mais c'est un très bon outil pour pallier à certains défis. Donc, avant de terminer, j'aimerais mentionner que nous avons pu observer plusieurs impacts positifs des cafés de Paris en termes d'augmentation de l'offre active, d'augmentation du nombre de professionnels de la santé bilingues, d'augmentation de l'offre de services de santé en français et même un certain changement de culture au sein du réseau de santé Horizon. C'est certain que certains de ces impacts ne sont pas toujours faciles à quantifier ou à évaluer, mais nous sommes en train de nous doter des outils pour le faire présentement. Nous allons procéder à une évaluation formative des cafés de Paris et la première étape est de développer un cadre de gestion et d'évaluation qui est axé sur les résultats. Donc, nous aurons dans la prochaine année des données solides pour démontrer le vrai impact des cafés de Paris. Tous les établissements ou les réseaux qui seraient intéressés de reprendre l'approche des cafés de Paris pourront bien sûr reprendre notre cadre qui sera bientôt disponible et l'adapter afin de débuter le projet du bon pied. Donc, je cède la parole à Pauline qui vous présentera un peu l'histoire des cafés de Paris des débuts jusqu'à aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Je me sens vraiment choyée d'être là pour vous partager notre expérience. Puis, je tiens vraiment aussi à souligner que ce projet-ci a vraiment eu des personnes clés qui ont joué un rôle important dans la création du Café de Paris à Saint-Jean. Puis, on remercie ces gens pour avoir ces bonnes idées. Ça a été vraiment un effort d'équipe pour être capable d'arriver au service qu'on est capable d'offrir aujourd'hui. Donc, pour le contenu du webinaire, ce que je proposais, c'est d'abord de vous donner un contexte chez Horizon et au Nouveau-Brunswick. Parce que c'est sûr que nous, on a un contexte légal qui fait en sorte qu'on a certains objectifs assez précis. On va parler aussi de notre histoire, comment choisir les tuteurs, les tutrices, qui sont nos apprenants. Estelle en a parlé un petit peu de certaines de ces choses-là, mais je vais aller un petit peu plus en détail. Le format des séances de formation, les lieux de formation, les outils et les ressources qu'on utilise, les partenaires potentiels, la surveillance et les outils de mesure qu'on a adaptés plus tard dans le projet, les évaluations linguistiques. Là, je parle des évaluations des compétences linguistiques, les leçons apprises et l'impact du projet. Donc, d'abord, je voudrais juste parler un petit peu du contexte chez Horizon et au Nouveau-Brunswick. Il y a vraiment trois aspects importants. Donc, il y a le contexte législatif, bien sûr. Il y a les politiques gouvernementales, mais il y a aussi le contexte organisationnel. Donc, au Nouveau-Brunswick, on a bien sûr, comme la plupart d'entre vous savez, la loi sur les langues officielles qui dit en fait que nous devons offrir les services dans les deux langues depuis 1969. Cependant, la première version de la loi ne disait pas qu'il fallait activement l'offrir. Donc, les patients ou les personnes voulant des services du gouvernement devaient le demander. C'est seulement en 2002, lorsqu'il y a eu une modification de la loi, que l'offre active est devenue obligatoire. Donc, si on commence à dire on est en 2018, 2002 n'est pas si loin que ça quand même. La loi aussi prescrit l'approche d'équipe. Ceci dit, ça veut dire qu'en principe, on ne cherche pas à ce que tous les gens dans nos établissements soient bilingues. En effet, avec l'approche d'équipe, on cherche juste à atteindre un certain minimum de personnel bilingue afin qu'on puisse offrir le service en tout temps durant tous les quarts de travail. La loi aussi a eu des effets positifs et négatifs. C'est sûr que le progrès a été beaucoup plus rapide parce que naturellement, à cause de la loi, il a été forcé aussi. L'évolution naturelle de la province a aussi fait en sorte que la proportion des francophones bilingues est plus élevée que la proportion des anglophones bilingues.
Cela a donc pour effet de créer un climat conflictuel. Beaucoup d'anglophones comprennent mal l'intention de la loi, des francophones aussi, et se sentent menacés par la perte d'emploi potentielle, alors que l'objectif est tout simplement d'avoir un minimum de personnes bilingues afin d'assurer le service en tout temps. Donc, ce sont vraiment des éléments importants à connaître avant d'embarquer dans un projet. Du côté des politiques gouvernementales, il y a vraiment une distinction entre la langue de travail et la langue de service. Puis il y a des divergences dans les 4 parties du gouvernement. Lorsque je parle des 4 parties, la partie 1, on parle des ministères comme tels. La partie 2, on parle de l'éducation. Dans l'éducation, on a la dualité complète. Donc, le district scolaire francophone n'a aucune obligation de faire une offre active et vice-versa. Dans la partie 3, on parle de la santé. Donc, nous, on est inclus là-dedans. Et la partie 4, c'est les organismes de la couronne. Donc, la loi, puis la distinction, la langue de travail, la langue de service devient importante dans chacune de ces parties-là. Pour nous, en santé, la langue de travail, comme Estelle l'a mentionné, pour Horizon, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc, tout ce qui circule à l'interne est fait majoritairement en anglais. Par contre, dès qu'il y a quelque chose qui est visible au public, que ce soit une communication au public, de l'affichage, des documents d'information pour un patient, par exemple, n'importe quel document qui pourrait être à la vue d'un patient ou d'un membre du public doit être bilingue. Aussi, le gouvernement nous demande de produire des profils linguistiques. Il a été beaucoup plus strict avec les ministères, de un parce que c'était moins difficile pour les ministères étant beaucoup plus petits de fournir des profils linguistiques. Mais on a également cette obligation-là. Mais c'est un travail très, très ardu qui nous a pris beaucoup de temps à faire. Puis maintenant, on est au point où on cherche une solution informatique pour répondre à ce besoin-là. Il y a aussi l'évaluation des compétences linguistiques. Lorsqu'on affiche un poste bilingue, on doit absolument faire tester les employés pour s'assurer qu'ils ont les bonnes compétences linguistiques. Le ministère d'éducation, de formation et de travail au Nouveau-Brunswick est l'organisme qui a été identifié par le gouvernement pour faire ces évaluations linguistiques-là. Ensuite, on parle du contexte organisationnel. On est choyé ici, on a vraiment une équipe qui est affectée au dossier des langues officielles. Il y a moi-même, j'ai aussi un conseiller aux langues officielles dans chacune des zones, donc on a 4 conseillers aux langues officielles, on a des tuteurs pour nos cafés de Paris, puis on a aussi une facilitatrice qui s'occupe d'un autre projet de dialogue avec nos employés. Donc, on est vraiment choyé d'avoir une bonne équipe assez forte. On a aussi une politique interne sur les langues officielles qui reflète plus ou moins la loi sur les langues officielles, mais ce qu'elle fait également, notre politique interne, c'est qu'elle définit les rôles et les responsabilités de chacun de l'organisme. Donc, si on commence à mettre sur papier les rôles de chacun, c'est devenu très évident que le rôle le plus important par rapport aux langues, je dirais, est celui du gestionnaire. L'employé est appelé à faire l'offre active puis d'aller chercher quelqu'un pour fournir le service, mais c'est vraiment le gestionnaire qui doit s'assurer qu'il a embauché suffisamment de personnes bilingues, qui doit s'assurer d'avoir un plan de contingence solide au cas où il aurait besoin, puis de faire connaître ce plan de contingence-là à ses employés. Donc, le gestionnaire a vraiment une plus grande responsabilité et doit s'assurer que son personnel fait l'offre active. Donc, aussi, au sein d'Horizon, il y a déjà de la formation linguistique qui était offerte avant le Café de Paris, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'elle n'était pas très flexible, puis elle était très limitée, dans le sens que on offrait peut-être un cours chaque mercredi soir, mais on s'entend bien que dans le contexte 24 heures par jour, tous les jours de l'année, c'est difficile pour certaines personnes à se rendre à un cours fixe, si vous voulez. Donc, notre histoire, on a lancé un projet pilote à l'hôpital régional de Saint-Jean en 2013. Pour nous, il fallait vraiment définir c'était quoi notre mandat. Puis le mandat principal, c'était d'être flexible,
mais c'était aussi d'appuyer l'offre active. Donc, on a commencé petit. C'était vraiment dans le but, comme Estelle a mentionné, d'être capable d'appuyer nos employés à accueillir les gens de façon bilingue et de faire le transfert vers un autre employé bilingue au besoin. Le but n'était pas nécessairement de générer une nouvelle population d'employés bilingues. Le but aussi était encore revenir à la flexibilité, mais c'était afin de répondre aux besoins des apprenants, des besoins spécifiques de l'apprenant. Donc, c'est pas nous qui formons un curriculum en début d'année, puis ensuite on arrive en salle de classe, puis on offre, on suit le curriculum. C'est vraiment l'apprenant qui nous dit qu'est-ce qu'il cherche. Ça peut être une discussion aussi avec le tuteur pour voir exactement où est rendu l'apprenant, c'est quoi ses objectifs personnels, etc., afin de déterminer comment vont se dérouler les sessions. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'on a commencé de façon vraiment modeste, au début avec des bénévoles, seulement quelques heures par semaine. Donc, qui choisir comme tuteur et tutrice? C'est une bonne question. Nous, on a commencé avec des bénévoles. À ce moment-là, on n'avait pas nécessairement un budget très gros à offrir non plus. On a aussi, il y a l'option des salariés ou aussi des fournisseurs externes. Donc, chez nous, on a maintenant plus de bénévoles, mais c'est surtout des salariés et des fournisseurs externes. Lorsque je parle de fournisseurs externes, ce sont des gens qui ne sont pas des employés Horizon, mais qui nous facturent pour leurs services. Donc, selon le mandat que vous choisissez, le choix de cette ressource-là, que ce soit bénévole, salarié ou fournisseur externe, peut varier selon les ressources que vous avez et la durée du projet. Pour nous, c'était un projet pilote au début, donc on a opté pour l'option des bénévoles, mais lorsqu'on a vu vraiment que ça prenait une certaine ampleur, on ne pouvait plus continuer et fournir avec des bénévoles. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait des demandes de fonds pour être capable d'embaucher des gens, puis aussi de payer des fournisseurs externes. Le salarié aussi, l'avantage du salarié, chez nous en tout cas, c'est vraiment le fait qu'il y a un ordinateur fourni par Horizon. Il y a donc accès à un courriel Horizon, à toutes les ressources internes, l'intranet Horizon, etc. Donc, ça fait un petit peu plus facile pour ces personnes-là d'échanger les ressources par rapport, si je compare avec un fournisseur externe qui vient avec son propre matériel. Donc, qui sont les candidats parfaits pour ce poste et les qualités recherchées? Je dirais que les candidats parfaits sont des enseignants à la retraite, surtout si ce sont des retraités qui cherchent un travail à temps partiel. Cependant, je vais vous dire qu'au Nouveau-Brunswick, on a eu un défi à cet égard-là à cause de la pension. Beaucoup des enseignants qui étaient à la retraite contribuaient à la même pension que les employés Horizon. Donc, ça a causé des conflits qui a fait en sorte que le recrutement a été plus difficile. Ça a pris un petit peu plus de temps afin de trouver des bons candidats pour ces postes-là. Vraiment, comme il y a beaucoup de caractéristiques qui peuvent venir embarquer dans ce qui va faire qu'un tuteur a beaucoup de succès ou non. Est-ce qu'on choisit une personne introvertie versus extrovertie? Vraiment, je pense que les deux sont capables de trouver, d'avoir du succès, de connaître beaucoup de succès. C'est sûr que la personne extrovertie, si vous cherchez à organiser, à animer des activités culturelles, va peut-être avoir une plus grande facilité à faire ces choses-là. C'est quelqu'un qui est moins gêné, qui va se mettre debout devant un groupe, animer des activités, etc. Donc, c'est sûr que c'est une qualité que vous pouvez décider de rechercher. Le recrutement se fait surtout, en tout cas de notre expérience, de bouche à oreille. C'est sûr qu'on prend des démarches, par exemple, lors de réunions avec des gestionnaires, on va parler du service, de ce qu'on peut offrir lors de la formation initiale des nouveaux employés aussi. On va parler du service. D'autres qualités qu'on pourrait rechercher, c'est vraiment l'autonomie. Je pense que l'autonomie, c'est pour moi,
pour nous, en tout cas, c'est une des qualités principales parce que ces gens-là gèrent leur propre charge de travail, doivent trouver les ressources qu'ils ont besoin. C'est sûr qu'on est là pour les appuyer, mais ils doivent vraiment avoir les caractéristiques d'une personne autonome, débrouillarde, certainement accueillante et non menaçante, compréhensive et patiente, et bien sûr avoir des bonnes connaissances de la langue enseignée. Et nos apprenants, et comme Estelle l'a mentionné, mais c'est presque tout le monde. En fait, tous les employés bénévoles ou tierces parties qui offrent des services au nom d'Horizon. Lorsque je parle de tierce partie, par exemple, nous, chez Horizon, pour les services de sécurité, c'est une tierce partie qui a le contrat. Donc, ils offrent ces services-là dans nos établissements à notre nom. Donc, ces gens-là ont aussi accès aux services des Cafés de Paris. Puis ça comprend des professionnels de la santé, des concierges, du personnel de soutien. On limite pas le service pour personne. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'approbation du gestionnaire, sauf lorsque l'employé veut absolument suivre la formation pendant les heures de travail. Là, c'est sûr qu'il va falloir qu'il demande à son gestionnaire pour s'absenter. Ici, j'ai juste un témoignage d'une apprenante. Ça dit « L'appui linguistique que j'ai reçu au Café de Paris à Fredericton m'a beaucoup aidé à décrocher le poste que j'occupe actuellement et j'en suis très reconnaissante. J'avais un niveau de français intermédiaire et grâce aux séances de Café de Paris, j'ai augmenté mon niveau à intermédiaire plus. Pendant presque 2 mois, pour me préparer à mon entrevue, je suis allée au Café de Paris tous les jours pour des séances d'1 heure. Pratiquer mon français avec ma monitrice. C'est vraiment une formule originale, adaptée à nos besoins spécifiques. Ce n'est pas comme une classe traditionnelle. Il y a une grande flexibilité. Ma monitrice était formidable. Les séances m'ont permis de mettre en pratique ce que je savais, d'acquérir du nouveau vocabulaire, mais surtout, elles m'ont donné confiance. C'est important pour moi de pouvoir parler à mes patients dans la langue de leur choix. Donc, c'était une Rebecca Malcolm, une diététiste qui a suivi beaucoup de formations à Fredericton et a maintenant déménagé ici à Moncton, puis elle continue à travailler avec beaucoup de patients francophones. Là, le prochain point que je voulais aborder, c'était le format des séances de formation. Puis j'avoue que je passe à travers tous les points. J'essaie de parler vite puis de tout vous donner ça, là, parce qu'on a juste 1 heure à passer ensemble. Mais le format des séances de formation au début pour nous, lors de notre projet pilote, c'était vraiment des drop-in. Donc, les gens venaient en principe, pas nécessairement pour la formation, mais pour savoir qu'est-ce qu'on faisait dans ce coin-là, puis posaient des questions. Tranquillement, les gens, une fois qu'ils savaient pourquoi on était là, puis qu'est-ce qu'on était là pour offrir, tranquillement, les gens fixaient des rendez-vous. Puis les rendez-vous varient, j'ai mis de 15 minutes à 3 heures. Ça dépend vraiment de la flexibilité de l'horaire de l'apprenant. Fait qu'il y en a, lorsque c'est 15 minutes, c'est peut-être pendant leur pause. Ils veulent venir juste avoir une petite conversation parce que pour eux, la pratique est vraiment importante. Il y en a d'autres qui vont venir pour des plus longues périodes parce qu'ils se préparent, par exemple, pour une évaluation, un examen. Donc, la variété, le nombre de minutes peut varier grandement. La nature des séances de formation, ça aussi, ça varie quand même assez. Je dirais la plupart de nos séances, surtout au début jusqu'à peut-être il y a 1 an, c'est des 1 à 1. Donc, les gens cherchent pour de l'aide avec la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la conversation, etc. Vraiment, les limites, il n'y a pas de limite dans le type de demande, pourvu que c'est raisonnable. On a des petits groupes de discussion, donc ça peut être à l'heure du midi où ce que les gens viennent ensemble juste pour pratiquer leur français. Il y a eu des occasions où on est rentré dans des départements pour jouer des jeux de rôle. Donc, vraiment imiter un examen médical, utiliser les mêmes questions qu'on utiliserait lors d'un examen médical. Donc, les monitrices ou les tutrices du Café de Paris ont aidé les départements à développer ou à vraiment évaluer les différentes questions qu'ils devaient poser, puis ont fourni la traduction.
puis ils ont eu l'occasion de pratiquer ces scénarios-là. On a eu aussi beaucoup de demandes de vocabulaire spécifique à une spécialité médicale ou un type de travail. Puis on s'est rendu compte que ces demandes-là étaient répétitives. Donc, à un moment donné, on a pris l'initiative de créer des documents qui comprennent beaucoup de ce vocabulaire spécifique-là selon différents domaines. Donc, on a au moins une 50aine de différents domaines ou différents documents qui peuvent avoir rapport à l'ergothérapie ou à la cardiologie ou la gérontologie, par exemple. Ensuite, Estelle avait mentionné qu'il y avait aussi le rapprochement des cultures ou le changement culturel. Puis pour faire ça, on a utilisé des activités. Puis lorsque je parle d'activités, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être, par exemple, j'ai mis ici une visite guidée du musée en français, le visionnement d'un film, un spectacle en français. On a offert des cours de cuisine en français, on a offert des cours de Zumba. Il y a eu toutes sortes de choses où les gens pouvaient juste avoir du plaisir, mais apprendre en même temps. C'est sûr que l'apprentissage n'avait pas toujours un lien direct avec des services de santé, mais c'est l'apprentissage quand même du français. Puis là, ensuite, un autre format qui est récent et pas vraiment, c'est l'option Skype. On l'utilise depuis un certain temps, mais on a seulement quelques clients qui l'utilisent. Là, maintenant, spécifiquement dans la région de Saint-Jean, on est en train d'explorer la possibilité d'élargir ce service-là pour l'offrir à un plus grand nombre de personnes. On va se limiter à la région de Saint-Jean tout de suite parce qu'elle comprend plusieurs établissements. Puis, on veut quand même s'assurer qu'on a la capacité de répondre à la demande avant d'élargir pour tout le réseau. Mais on offre déjà des sessions Skype à quelques apprenants. Là, les lieux de formation, c'est sûr qu'on a des lieux fixes. Vous voyez une photo ici de notre tutrice à Saint-Jean, dans le Café de Paris. Donc, vous voyez que c'est un environnement assez détendu, avec des tables pour travailler, mais aussi un petit coin de discussion. Souvent, dans ces environnements-là, on va avoir des magazines français pour que les gens puissent consulter, mais ces magazines-là peuvent aussi être utilisés pour faire de la formation. Puis j'ai mis aussi le Café de Paris ambulant. Puis ce que je veux dire là, c'est de un, on n'a pas absolument besoin d'un coin comme celui-là pour être capable d'offrir le service. On va dans des plus petits établissements où on a une petite salle de conférence qui nous est réservée ou un petit coin en quelque part qui est tranquille, qu'on peut offrir de la formation. Aussi, on a eu quelques cas où le tuteur ou la tutrice se déplace dans les unités. Je pense surtout aux infirmières qui parfois ont du mal à quitter leur poste. C'est nos tuteurs qui vont se déplacer aller trouver ces gens-là. Donc, je reviens à notre but principal qui était vraiment d'offrir le service le plus flexible possible. Là, je vous offre d'autres petites photos de nos cafés de Paris. À la gauche, on voit le café de Paris de Miramichi. Au milieu, celui-là de Moncton. Et à la droite, celui-là de Fredericton. Donc, pour avoir beaucoup de succès, on a aussi été chercher l'aide des partenaires potentiels. Ben, il y a des partenaires à l'extérieur d'Horizon qui nous ont permis d'avoir plus de succès, d'avoir accès à plus de ressources. Il y a les centres communautaires francophones qui nous ont beaucoup aidés, les bibliothèques publiques peuvent aussi contribuer. Dans certaines régions, si vous n'avez pas des centres communautaires francophones ou des bibliothèques publiques avec beaucoup de ressources en français, il y a les écoles, des cinémas, des musées ou d'autres francophones de la région. Puis lorsque je dis contribuer, ça peut être tout simplement d'inviter les anglophones qui apprennent le français à venir participer à vos activités, à s'immerser dans vos activités culturelles, etc. Pour vraiment de un, avoir le sentiment d'appartenance, que la langue soit moins menaçante, l'apprendre dans un environnement qui est agréable. Le plus de partenariats et de rapprochements qu'on peut faire, le mieux que c'est.
Aussi, nous autres, on a été quand même choyés aussi. Les centres communautaires francophones nous ont parfois donné soit des rabais ou des billets gratuits. On a aussi eu des billets gratuits de d'autres endroits, par exemple des cinémas ou le pays de la Sagouine, qu'on a pu offrir en tirage, par exemple, à nos apprenants. Donc, il y a toujours moyen d'aller chercher des ressources ou des partenaires à l'extérieur. Il suffit d'avoir de l'imagination puis de ne pas avoir peur de ramasser le téléphone. Donc, je vous donne un exemple d'une activité qui a eu lieu pas mal dans le début je dirais, le projet pilote. Vraiment, on avait juste un café de Paris à Saint-Jean à ce moment-là. On avait organisé une visite au musée et avec des poutines râpées. Donc, les employés que vous voyez là ont participé à la fabrication de poutines râpées que vous voyez dans le chaudron. Puis, juste à côté, le groupe qui en mange après leur visite au musée. Donc, ces tours guidés-là se passent en français, le tout se passe en français. Puis, peu importe les niveaux des apprenants, les apprenants peuvent même s'entraider. Donc, le prochain point, c'est les outils et les ressources. Comme j'ai mis en rouge, on développe beaucoup des outils en fonction de la demande des apprenants. Donc, il faut prévoir plus de temps de préparation que dans un contexte où il y a un curriculum qui est bâti au début de l'année, puis on va offrir les cours au fur et à mesure que l'année avance. Dans ce cas ici, parce que les demandes des apprenants varient beaucoup, c'est sûr que les tuteurs et tutrices ont plus de préparation à faire. La préparation aussi a diminué peut-être un peu avec le temps. Juste tout simplement, comme je mentionnais plus tôt, la question de vocabulaire, par exemple, lorsqu'on a vu qu'on avait des demandes répétitives, là, on a été proactif puis on a créé certains documents à l'avance. Mais il y a quand même une certaine préparation qui est exigée pour chaque apprenant. Des outils qu'on utilise, il y a certainement beaucoup de sites web que je pourrais peut-être envoyer la liste à Jérémy qui pourrait la diffuser ou à Estelle ou les deux. Il y a aussi des dictionnaires bilingues, évidemment, le visuel du corps humain, des livres d'images pour enfants fonctionnent vraiment bien, surtout pour quelqu'un qui commence vraiment au début, qui est novice. Des magazines. Les magazines, comme je mentionnais, on les a au Café de Paris, mais les tuteurs peuvent aussi, selon les intérêts des apprenants, on essaie d'avoir une variété de magazines, mais ils peuvent lire un article puis en parler par la suite. Donc, ça peut agir comme sujet de discussion. On peut l'utiliser pour apprendre du vocabulaire, de la grammaire, etc. Il y a de la télévision, les radios francophones et des films. Donc, pour revenir à l'idée des films aussi et du cinéma, une idée qui peut servir, je pense, aux familles qui peut-être ont décidé d'envoyer leurs enfants à l'école immersion. Si vous avez accès à des cinémas, même pour enfants en français, c'est une occasion d'inviter des familles à venir visionner un film ensemble. Donc, il faut vraiment maximiser toutes les ressources qu'on a. J'ai parlé au début de surveillance et outils de mesure. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait nécessairement dès le début. Mais à un moment donné, on se demandait à quel point qu'on a, combien d'heures qu'on offre de Café de Paris, par exemple. Est-ce que la fréquentation est bonne? Est-ce qu'on a beaucoup de no-show? Est-ce que beaucoup d'annulations? Donc, ce sont des questions qu'on a dû, à un moment donné, se poser puis dire, OK, est-ce qu'on a vraiment une idée qu'est-ce qu'on est en train d'offrir? D'abord, pour des outils de mesure, pour connaître la satisfaction du Café de Paris des apprenants, on a envoyé un SurveyMonkey, donc un sondage par courriel. C'était vraiment pour évaluer la satisfaction de l'apprenant par rapport à l'enseignement obtenu, l'emplacement, s'il était propice à l'apprentissage, est-ce qu'il y avait trop de bruit, est-ce que ça serait mieux ailleurs, des questions comme ça. Est-ce que l'employé était content avec son progrès personnel? Est-ce qu'il y avait une satisfaction par rapport aux outils utilisés? Puis, est-ce qu'il y avait des idées ou des suggestions à nous offrir pour améliorer nos services?
Là, ensuite, pour les rapports et statistiques, c'est là que je parlais de la fréquentation du Café de Paris. Notre but est toujours d'être flexible, mais on est aussi conscient que les heures de cours qu'on offre nous coûtent aussi de l'argent. Donc, afin de maximiser nos sous, on a commencé à avoir des rapports qui contiennent le nom de l'employé. On comptabilise aussi le type de soutien recherché. Donc, est-ce que ces gens-là cherchent du vocabulaire, simplement la conversation pour se pratiquer ou de la grammaire? Où ces gens-là se trouvent. Donc, on a des feuilles qui montrent chaque établissement où on offre le Café de Paris. Le nombre de minutes offertes, puis le nombre de minutes perdues. Puis lorsque je parle de perdues, c'est des no-shows ou des annulations de dernière minute. Ces statistiques-là nous aident vraiment à voir des tendances pour établir les horaires ou modifier les horaires si au besoin, puis aussi de régler les petits problèmes qu'il peut y avoir. Par exemple, si on remarque que 4 semaines de fil, le même employé a annulé son rendez-vous, mais là, il y a peut-être question d'intervenir, puis de voir s'il n'y a pas un meilleur temps qui lui donnerait ou si la personne veut continuer à venir, tout simplement, pour encore maximiser et pas avoir cette perte de temps-là. Les heures de formation aussi des employés, donc ces rapports-là, on les envoie au service d'apprentissage du réseau de santé, puis les heures sont comptabilisées dans le dossier de l'employé. Donc, au bout de 150 heures, l'employé a un certificat admis à son dossier. Le 150 heures peut comprendre des heures de formation linguistique avec le Café de Paris ou dans d'autres types de cours linguistiques. J'ai parlé aussi tantôt des évaluations linguistiques. Tout de suite, il y a une politique du gouvernement qui dit qu'on doit se servir du service offert par le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la formation et du travail. Selon l'échelle de ce ministère-là, on a déterminé vraiment chez nous que la plupart des postes ont besoin d'un minimum de 2+, qui est intermédiaire plus. Il se peut qu'un poste ait besoin d'un niveau plus élevé. Un exemple que je pourrais utiliser serait une infirmière qui travaille, par exemple, dans les soins à domicile. À ce moment-là, c'est la seule personne, le seul employé présent avec le patient. S'il y a un bris de communication, à un moment donné, on ne se comprend plus, on n'a pas une autre ressource de secours à qui on peut se tourner. Donc, à ce moment-là, on cherche pour des niveaux plus élevés juste pour s'assurer qu'on peut maintenir la communication. Les leçons apprises. Eh bien, je dirais qu'une des leçons apprises, c'est je mesurerais dès le début. Donc, tenir compte des types d'interactions, les minutes et toutes ces choses-là dès le début pour plus facilement adapter les services au fur et à mesure qu'on avance. La communication aussi absolument primordiale. Puis la raison je dis ça, je vais vous donner un exemple. À Saint-Jean, lorsqu'on a commencé avec le projet pilote, on a eu des réactions négatives, mais pas très fortes. Les gens ont semblé à s'adapter assez rapidement du fait que le Café de Paris se trouvait dans le coin de la cafétéria, puis ça n'a pas fait tellement de vagues. Lorsqu'on a voulu mettre en vigueur le même projet dans la région de Fredericton, qui, vous savez, est la capitale, donc beaucoup plus une ville fonctionnaire, la réaction était très différente. Puis notre but était d'envoyer une note de service à tous les employés, juste leur avisant c'était qu'est-ce qui allait arriver parce qu'on devait faire quelques petites rénovations dans la cafétéria pour question de sonorisation. Donc, on voulait envoyer une note de service à l'avance pour avertir les gens que les travaux qui allaient être faits dans la cafétéria étaient liés à l'initiative du Café de Paris, puis que c'était quoi le Café de Paris au juste, puis à qui ça s'adressait. Malheureusement, il y a eu un bris de communication. On n'a pas eu l'avertissement à l'avance, donc la note de service n'a pas circulé à l'avance. Ça a généré des réactions très, très négatives. On a eu comme 69 pages de commentaires négatifs sur Facebook.
les gens disaient que on offrait un café francophone juste pour les francophones, puis ils savaient imaginer toutes sortes de choses, alors que ce n'était vraiment pas ce que le projet avait comme but. Donc, il a fallu faire, comme on dit en anglais, du damage control. Donc, la communication, je pense, est vraiment primordiale. Dès le début, communiquer c'est quoi le but du projet, puis à qui il s'adresse, avant de vraiment le mettre en vigueur. Je commencerai aussi à petite échelle afin de vraiment connaître l'intérêt pour l'initiative, puis de connaître un peu l'envergure, puis de tranquillement s'adapter à la demande si vous en avez bien sûr les moyens. Connaître son objectif. Donc, c'est pour nous, l'apprentissage de la langue au début était, j'ose dire, même secondaire au changement de culture. C'était vraiment un appui à l'offre active. Donc, c'était vraiment l'accueil bilingue, le transfert vers une personne bilingue, mais c'est devenu beaucoup plus que ça. C'est comme je disais, notre initiative, l'objectif, c'était d'être flexible, puis les gens ont voulu plus. Donc, on s'est adapté à cette demande-là, puis maintenant, vraiment, on enseigne un peu de tout. Mais c'est important aussi le changement de culture qui est venu avec ça. Puis une autre leçon, c'est juste pas succomber aux pressions négatives trop rapidement. Il faut en être reconnaissant, mais parfois, il faut tenir le coup puis passer au travers. Puis je pense que je suis pas mal rendue à la fin. L'impact du projet, mais c'est sûr qu'on a fait le sondage sur la satisfaction de la clientèle pour vraiment évaluer quel impact ça a eu sur l'ensemble de l'organisation et des services qu'on est capable d'offrir en français. Il n'y a pas vraiment eu de mesures concrètes, sauf, je dirais, le sondage sur l'expérience du patient fait par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Ce sondage-là est fait aux 3 ans. Puis en 2013, nos patients qui ont identifié le français comme langue de préférence, 26% de ces patients-là ont toujours eu leur service en français. Lorsque je dis toujours, c'est parce que nous autres, la loi nous oblige qu'on doit offrir les services en tout temps. Donc, il y a peut-être 50% des gens qui ont eu partiellement leur service en français, mais nous, on cherche vraiment les gens qui ont toujours obtenu les services en français. Donc, en 2013, c'était 26%. En 2016, on s'est rendu à 42%. Puis, entre les sondages du Conseil de la santé, Horizon reprend plusieurs des questions du Conseil de la santé et effectue son propre sondage annuellement. Puis, la tendance est encore à la hausse. Je pense qu'on était rendu à 47%. Donc, c'est sûr, c'est une mesure. Pour nous, c'est vraiment, je pense que l'offre active est encore beaucoup à améliorer, mais la capacité d'offrir le service est là. Donc, il faut vraiment juste améliorer l'offre active. Donc, j'ai parlé assez, puis il nous reste à peu près 13 minutes. Donc, j'ai indiqué là, Estelle s'est offerte pour répondre aux questions que vous pourriez avoir après aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui. Mais je suis là pour répondre à des questions si vous en avez tout de suite. Merci beaucoup, Pauline et Estelle. C'était une excellente présentation, vraiment très, très riche en informations. Et quelle pratique bien balisée. Wow! Wow! On pourrait peut-être arrêter le partage d'écran et j'ai partagé à l'ensemble des participants là, le guide sur les cafés de Paris là, qui est disponible sur le portail, donc en français et en anglais. Vous pouvez aller voir. Je suis toujours preneur pour des listes de sites web ou d'outils. On pourrait rendre ça disponible à nos participants avec la présentation. Tu avais offert là, la piste, Pauline, donc oui. Ce serait bienvenu. Et puis, la parole est à vous, là, chers participants. On a déjà une personne qui a levé la main, donc je vais l'amener avec nous, Madame Nathalie Gagné. Donc, bonjour, Madame Gagné. J'ai ouvert votre micro. Vous pouvez poser votre question ou adresser votre commentaire. Êtes-vous avec nous, Madame Gagné?
D'accord, je vais attendre quelques instants. Je vous rappelle toujours 3 options. La fonction chat, questions-réponses qui sont vraiment par écrit, puis l'option lever la main là, qui me permet de vous basculer avec nous pour que vous puissiez vous adresser directement à nos présentatrices. On a un commentaire qui vous remercie beaucoup, qui dit que c'était une excellente présentation, très belle présentation. J'ai peut-être 2 questions pour vous qui vont toucher la mobilisation de connaissances, bien sûr. Donc, la première, est-ce que le projet a été évalué par la recherche? Estelle, veux-tu répondre à cette question-là? Oui. Donc, la seule évaluation qu'il y a eu au niveau des Cafés de Paris, c'est vraiment au niveau de la satisfaction des personnes qui ont suivi les Cafés de Paris. Donc, on est vraiment dans le processus de 3 ans là, de faire une évaluation formative des Cafés de Paris. Donc, on est dans la première année du projet. Donc, on est en train de vraiment créer un cadre de gestion et d'évaluation axé sur les résultats. Donc, on est en train de créer ça avec tous les partenaires impliqués, donc les conseillers aux langues officielles, etc. Donc, on va faire des mini-focus group après les fêtes. Donc, ça va être la première année du projet. La deuxième année du projet, ça va être vraiment la cueillette des données. Et puis ensuite de ça, la troisième année, on va vraiment faire une évaluation formative complète de l'initiative des Cafés de Paris pour être capable d'aller chercher toutes ces données-là, puis d'améliorer aussi l'offre des Cafés de Paris. Donc, on cherche toujours à améliorer cette offre-là. Donc, ce processus-là va nous permettre de faire ça. Ah, super, merci beaucoup Estelle, parce qu'on sait bon, la recherche en fonction des bonnes pratiques ou des guides de bonnes pratiques permet souvent de rendre ça dans des pratiques au niveau de pratiques exemplaires, etc. Donc, il y a peut-être une piste ici. J'ai 3 commentaires dans notre boîte de chat. Donc, le premier, on demande depuis combien de temps le programme existe? Le projet pilote a débuté en 2013. Puis, il a quand même fonctionné seulement dans la région de Saint-Jean pour une bonne année. Je pense que c'est en 2014 qu'on a établi le Café de Paris à Fredericton. Ensuite, on a continué à Miramichi, puis juste il y a 1 an et demi ici à Moncton. Donc, ça a vraiment été une progression. C'est sûr que lorsqu'on est rendu à Miramichi puis Moncton, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Aussi, on n'a pas procédé par le concept des drop-in tellement au début. Mais en fait, oui et non, parce que au début, je peux utiliser l'exemple la plus récente ici à Moncton. Au lieu d'embaucher quelqu'un à temps plein où ce qu'on savait qu'on n'allait pas nécessairement remplir le calendrier tout de suite, on a embauché quelqu'un à 1,8, donc 4 jours semaine. Pour débuter, on ne connaissait pas nécessairement nos apprenants puis la demande de ces apprenants-là. Donc, on a fixé un horaire de 8 à 4. Mais là, on s'est rendu compte, ça fait que les gens venaient voir la tutrice pour se présenter, venir à la connaître, poser des questions par rapport au service. C'est là, je pense, que vraiment la question des drop-in, ça fonctionne au début. Mais tout de suite, dès le début, ici à Moncton, lorsqu'on l'a mis en vigueur, c'est la personne qui s'intéresse vraiment va déjà fixer un deuxième rendez-vous. Donc, ça devient, il n'y a rien qu'empêche, par exemple, que si la personne est libre, que quelqu'un peut arrêter son avis, préavis pour poser des questions sur le service. Mais il pourrait avoir une session en cours. Donc, on fonctionne comme ça, mais tranquillement, par exemple, la personne de Moncton se rend à Sackville 1 fois par semaine. Donc, à Sackville, il y a quelques personnes qui ont voulu venir avant leur quart de travail. Donc, si le quart de travail commence à 8 heures du matin, ils viennent à 7 heures. Donc, la tutrice, heureusement, a été très flexible, puis a modifié son horaire pour accommoder les apprenants. Donc, il y a des journées où ça va être plus tôt le matin ou un petit peu plus tard le soir. On n'offre pas de Café de Paris la nuit. On n'est pas rendu là. Je n'ai pas l'intention qu'on se rende là non plus. Tout de suite, ni les fins de semaine, à une exception où pour un certain temps, on a offert des sessions sur des thèmes précis.
par exemple en cardiologie ou c'était des activités organisées les samedis matins pendant quelques heures. Mais ça a duré peut-être 1 an à peu près, puis la participation n'était pas assez élevée pour maintenir cette activité-là. Donc, c'est vraiment s'adapter aux besoins, puis tranquillement modifier l'horaire, modifier les activités aussi en fonction de l'intérêt des apprenants. Excellent. Merci, Pauline. J'avais une question de Mme Gagné là, qui s'est adressée à nous dans le chat finalement, qui était justement sur le drop-in. Donc, Mme Gagné, je pense que ça a répondu en partie à votre question. Si vous avez une question plus spécifique, adressez-la dans la boîte de fonctions, puis on pourra y répondre. Je vais passer, dans le fond, à la prochaine question dans la boîte de commentaires. Puis, je veux simplement mentionner que pour ceux et celles qui ont posé des questions, la boîte des éléments de texte, la boîte de conversation sont conservés et on va pouvoir vous répondre par la suite là, du séminaire. Donc, si on n'a pas le temps d'adresser vos commentaires ou questions, n'ayez crainte, on va y répondre. On a notre réseau de la Nouvelle-Écosse qui nous demande auprès de quelle organisation avez-vous pu trouver le financement supplémentaire nécessaire pour le développement de l'initiative? Ça, c'est une bonne question. Nous autres, heureusement, on a été très, très choyés. Du début, on a pu avoir des fonds du ministère de la Santé qui étaient justement accordés. Il y avait un montant accordé au réseau de santé Vitalité et un montant accordé au réseau de santé Horizon également. Beaucoup plus petit pour le réseau de santé Horizon. Du côté de Vitalité, qui est le réseau qui fonctionne à l'interne en français, mais qui offre les services dans les 2 langues. Beaucoup de ces argents-là, là on parle de plusieurs millions, étaient surtout pour créer des nouveaux services qui n'existaient pas dans le réseau. Chez nous, c'était plutôt on avait déjà tous ces services-là, mais notre capacité de les offrir en français. Donc, on a quand même eu des sommes assez importantes qui nous ont permis, de créer une équipe parce que lorsque je suis arrivée en 2012, j'étais seule. J'étais la personne aux langues officielles. Puis, comme j'ai mentionné au début, on a pu créer une équipe. Puis, c'est grâce à l'équipe qu'on a pu faire tout ce qu'on a réussi à faire. Donc, le ministère en a été un. On a aussi au Nouveau-Brunswick, à cause des langues officielles, le programme à travers des services intergouvernementaux. On peut appliquer pour des fonds. Normalement, ce programme-là nous offre la moitié de la somme recherchée, puis nous, on doit fournir la deuxième moitié. Donc, c'est un moyen d'avoir des sous, mais c'est sûr qu'il faut être créatif. Je pense le networking, c'est probablement l'outil, le meilleur outil que moi j'ai utilisé parce que c'est juste en connaissant des gens qu'on peut leur parler de qu'est-ce qu'on fait, puis trouver des argents. Fait que peut-être qu'on peut avoir cette discussion-là individuellement parce que selon la province, ça pourrait varier. Oui, effectivement. Merci, Pauline. On a une collègue du réseau du Nord de l'Ontario qui demande si c'est possible d'avoir accès au sondage afin de s'en inspirer, le sondage de satisfaction, le Café de Paris. Oui, je pense que je pourrais envoyer ça. Donc, Estelle, en fait, je pense que tu as déjà la copie. Oui, j'ai déjà la copie. Donc, si la personne veut m'envoyer un courriel ou si Jérémy, tu peux nous mettre en lien, oui. je pourrais lui envoyer. Là. Oui. Très certainement. Je vais y aller avec une dernière question dans la fonction de commentaires. Le webinaire touche à sa fin. Je suis désolé, on n'aura pas pu épuiser là, toutes les demandes de parole ou encore là, les commentaires. Donc, est-ce que le recrutement de bénévoles tuteurs payés fut difficile lorsque la nature du Café de Paris a évolué? Surtout avec la possibilité de faire des activités axées sur le travail, donc vocabulaire scientifique, situations qui peuvent se produire au travail, etc. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la participante poursuit en disant « On mentionne souvent que la formation en langue seconde que reçoivent les employés est trop généralisée. Est-ce que vous trouvez que les demandes de ce genre pour le Café de Paris augmentent d'année en année? » En fait, pour le Café de Paris, je pense qu'on a vraiment une variété de demandes, côté plus spécialisé. Si on a eu des demandes de vocabulaire spécialisé, c'est pour ça qu'on a développé des modules à cet égard-là.
Aussi, de plus en plus, on a des groupes qui vont approcher nos cafés de Paris pour développer vraiment, comme je disais, on imite un peu les examens médicaux, mais par exemple, on inhalatoire, je peux même pas dire ce mot-là, là, en technique. Inhalothérapie. On a développé, par exemple, ou reproduit l'examen en format écrit pour dire toutes les questions que le professionnel de la santé va poser, puis ensuite, on traduit ça, puis on prépare des cartes pour des points repères pour les apprenants. Donc, on développe vraiment les outils au fur et à mesure. Il y a certaines personnes qui cherchent vraiment juste à commencer à apprendre le français aussi. Donc, c'est plus généralisé, mais on a vraiment toute la gamme de demandes. Par rapport au recrutement, oui, ça a été difficile. Au début, moins, parce que la demande était surtout pour la conversation, juste pratiquer à parler. Donc, puis c'était des bénévoles, donc on était un peu moins difficile sur les personnes qu'on choisissait, dans le sens qu'on ne cherchait pas nécessairement quelqu'un avec les connaissances grammaticales, etc., approfondies, linguistiques, mais de plus en plus, on doit rechercher ces choses-là parce que les gens le veulent. Excellent. Merci beaucoup pour cette réponse. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Je sais qu'il reste des commentaires dans la boîte de dialogue. On va y répondre. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous deux pour votre présentation. Ça fait plaisir. Pour nos participants, je vous invite à prendre 2 petites minutes à aller remplir le questionnaire d'évaluation. Ça nous permet de faire une rétroaction aux présentatrices puis d'améliorer les webinaires. Pour vous inscrire à la liste de diffusion, info@santefrançais.ca. Et puis, les webinaires sont disponibles en ligne avec les présentations une semaine suivant leur tenue. Donc, ça va être disponible dans une semaine. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Merci.